À la une donc, de cette édition, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté hier aux épreuves d'admission de nouveaux candidats aux académies et aux universités militaires égyptiennes tenues au siège de l'Académie militaire à la nouvelle capitale. Le chef de l'État a ensuite eu un dialogue ouvert avec les candidats portant sur des questions politiques et économiques. Les détails avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de sélectionner les meilleurs candidats aux académies militaires en ayant recours aux critères scientifiques modernes et précis, et ce afin de garantir des chances équitables pour tous les candidats. El-Sisi a fait cette déclaration en assistant mercredi aux épreuves d'admission de nouveaux candidats aux académies et universités militaires égyptiennes. Ces épreuves ont eu lieu au siège de l'Académie militaire à la nouvelle capitale. Le chef de l'État a ajouté que l'Académie militaire jouer un grand rôle dans la formation des jeunes, les rendant capables de prendre part au développement de l'État. Le président a indiqué que la faculté militaire de médecine présentait un niveau scientifique et académique très élevé, pareil à ses homologues mondiaux. El-Sisi a rassuré les familles des candidats quant à la gouvernance de la faculté, appelant les étudiants à s'intéresser à leurs études. Le président a ensuite eu un dialogue ouvert avec les candidats au cours duquel il a abordé des questions économiques comme le volume de la réserve monétaire et les moyens de faire face à la dette intérieure et extérieure et la création de nouvelles chances d'emploi, ainsi que l'application de l'intelligence artificielle et de la numérisation dans les institutions de l'État. Le président a mis l'accent sur l'importance d'entreprendre des mesures nécessaires pour améliorer la santé et l'aptitude physique des citoyens, surtout chez les jeunes. En ce qui concerne les réseaux sociaux, le président a déclaré que ces moyens sont une partie intégrante du processus de développement en cours dans le monde et qu'il fallait en profiter à condition de les utiliser positivement. D'autre part, le chef du gouvernement, Dr Moussaf Madbouli, a lancé aujourd'hui les travaux de la conférence nationale de haut niveau sur la réforme, l'autonomisation de la gestion locale. Cette conférence est placée sous le slogan « Les leçons à retenir du programme de développement local en Nord-Égypte ». Cette conférence est organisée par le ministère du Développement local en coopération avec un nombre de ministères et le groupe de la Banque mondiale. Plus de 300 ministres, hauts responsables et experts égyptiens et étrangers participent à cette conférence. La ministre du Développement local, Manal Awad, a déclaré que la conférence visait à approfondir le dialogue national et international concernant l'avenir de la gestion locale. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est rendu à Barcelone pour participer au 10e Forum régional de l'Union pour la Méditerranée, prévu vendredi, coïncidant avec le 30e anniversaire de lancement du processus de Barcelone, qui a établi les bases de dialogue et de coopération dans la région méditerranéenne. Abdelati participera également à une réunion ministérielle pour le lancement de la charte de la Méditerranée. Abdelati tiendra également une série de rencontres bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables participant au forum afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'échanger les points de vue sur les développements régionaux et internationaux. Également, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a rencontré le professeur allemand Volker Koder de l'université de la ville de Gießen. Le ministre Abdelati a salué le développement positif des relations privilégiées égypto-allemandes à tous les niveaux. Ils ont de même discuté de la situation à Gaza. Le ministre égyptien a présenté les efforts de l'Égypte pour consolider le cessez-le-feu, acheminer l'aide humanitaire et soutenir la création rapide d'une force internationale de stabilisation à Gaza afin qu'elle puisse accomplir ses missions. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec le vice-président de l'État palestinien, M. Hussein Cheikh, dans le cadre de la coordination continue concernant l'évolution de la situation de la bande de Gaza et l'escalade des tensions en Cisjordanie occupée par Israël. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalaf,
a déclaré que le ministre Abdel Ati avait réaffirmé la position ferme de l'Égypte, soulignant l'importance de consolider le cessez-le-feu à Gaza, de garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et d'œuvrer à la mise en place d'un processus politique fondé sur les résolutions internationales, sur la situation, ou plutôt sur la solution en deux États, conformément aux principes et aux conclusions du sommet de Sharm el-Sheikh. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdel Ati, a tenu aujourd'hui au Caire une conférence de presse conjointe avec la commissaire européenne à l'égalité, à l'état de préparation et à la gestion des crises Hadja Al-Habib. Cette conférence de presse, dans cette conférence de presse, Abdel Ati a déclaré qu'aucune embarcation n'avait quitté les côtes égyptiennes depuis septembre 2016. Le ministre des Affaires étrangères a de même ajouté que l'Égypte avait offert plus de 70% des aides destinées aux Palestiniens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Il a indiqué que le point de passage de Rafah était ouvert du côté égyptien 24 heures sur 24, mais il était fermé du côté israélien. Abdel Ati a souligné l'importance de préserver les institutions nationales soudanaises, surtout l'armée soudanaise. Il a aussi souligné l'importance de l'acheminement des aides humanitaires vers le Soudan à travers des corridors humanitaires sécurisés. La commissaire européenne à l'égalité, à l'état de préparation à la gestion des crises, a pour sa part déclaré qu'elle allait inspecter au côté égyptien du terminal de Rafah les préparatifs en cours de l'acheminement des aides vers Gaza. Elle a de même ajouté que ce qui se passait au Soudan est l'une des pires crises qu'avait connu le monde. Elle a qualifié ce qui se passait à Al-Fash de carnage. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur violation de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Des avions israéliens ont mené des frappes derrière la ligne jaune à l'est de la ville de Gaza ainsi qu'à l'est de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Les bombardements de l'occupation israélienne ont également visé la zone est du camp des réfugiés d'Al-Bourij au centre de la bande de Gaza ainsi que la ville de Rafah dans le sud, parallèlement à la démolition des maisons dans cette ville et dans les quartiers orientaux ou est plutôt de Khan Younes. Pour le deuxième jour consécutif, l'armée d'occupation israélienne poursuit son agression contre le gouvernorat de Toubas au nord de la Cisjordanie. Elle continue de fermer les principales entrées de la région à l'aide de remblais de terre, tandis que des drones survolent intensément l'espace aérien. Le club des prisonniers palestiniens a déclaré que les forces de l'occupation israélienne ont détenu jusqu'à présent plus de 100 citoyens, dont la moitié sont originaires de la localité de Tamoun, alors que les perquisitions visant un grand nombre de maisons se poursuivent. De son côté, le Croissant Rouge palestinien a indiqué que ses équipes ont pris en charge 16 blessés depuis le début de l'agression israélienne, des blessures résultant d'agressions physiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a examiné avec son homologue français Jean-Noël Barrot les derniers développements au Moyen-Orient, le conflit en Ukraine, la situation sécuritaire internationale ainsi que le dossier nucléaire iranien. Les deux ministres ont de même affirmé la nécessité d'intensifier les efforts afin de réduire les tensions, de promouvoir la paix et la justice au niveau international. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la visite d'Araghchi en France, effectuée à l'invitation de Jean-Noël Barrot. Les ministres iraniens et français des Affaires étrangères ont également discuté à Paris du dossier nucléaire iranien et du renforcement de relations bilatérales. Quant au ministre turc de la Défense, ils ont déclaré que l'instauration d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie devait constituer une première étape avant d'envisager toute discussion concernant un éventuel déploiement de forces. Ankara a indiqué qu'elle était restée ouverte à examiner cette option à condition que les mécanismes concernés
soit clairement défini dans un cadre de travail précis et qu'il soit établi pour la mission avec un mandat explicite et que la contribution de chaque pays participant soit déterminée à l'avance. Le président français Emmanuel Macron avait récemment affirmé que la force envisagée comprendrait des soldats français, britanniques et turcs. De sa part, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que son pays continuerait de travailler en étroite collaboration avec ses alliés afin de renforcer les capacités de défense de l'Organisation de traité de sécurité collective OTSC. Les secours de Hong Kong continuent jeudi à combattre les flammes et à rechercher d'innombrables disparus dans un ensemble de gratte-ciel ravagé par un incendie qui a fait au moins 55 morts, le pire qu'ait connu la métropole asiatique depuis des décennies. Les détails tout de suite. Un violent incendie dévore depuis mercredi un complexe résidentiel à Hong Kong, causant au moins 44 morts, tandis que des centaines de personnes sont portées disparues. Le brasier le plus grave survenu dans ce haut lieu de finance mondiale depuis des décennies s'est déclaré mercredi après-midi dans un complexe de 8 immeubles abritant au total quelques 2000 appartements à Tai Po, dans le nord de Hong Kong. L'événement a provoqué une onde de choc dans cette région à statut spécial de la Chine qui compte parmi les plus importantes densités de population et les plus hauts immeubles d'habitation au monde. Jeudi à l'aube, des appartements brûlaient toujours, même si l'intensité du feu a fortement diminué aux premières heures de la matinée. Au moins 44 personnes ont péri dans l'incendie, selon le dernier bilan des pompiers communiqué jeudi matin. Au jeudi, 279 personnes manquaient toujours à l'appel, selon le dirigeant de Hong Kong. La police a annoncé avoir arrêté 3 personnes en lien avec l'incendie après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont conduit le feu à se propager rapidement. Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire. Plus de 900 personnes ont été accueillies dans des abris provisoires où des volontaires apportaient soutien moral et couverture. Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances aux proches des victimes et a appelé à tout faire pour éteindre l'incendie et minimiser les pertes humaines et matérielles. Le président américain Donald Trump a annoncé que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au prochain sommet de G20 prévu l'année prochaine à Miami. Cet événement s'inscrirait dans la continuité de l'offensive diplomatique menée par le président américain contre Pretoria. Trump avait déjà boycotté le récent sommet de G20 à Johannesburg, qui s'est tenu sans aucune participation officielle de la présidence du G20 en pays hôte, suivant les États-Unis, contrairement à l'usage établi. Également, le président américain Donald Trump a dénoncé ce qu'il appelle un acte de terrorisme et a promis de renforcer ses politiques anti-immigration après des tirs imputés à un Afghan qui ont grièvement blessé 2 militaires de la garde nationale déployés à Washington. Le suspect est un ressortissant afghan et ont travaillé avec les forces armées américaines en Afghanistan pendant la présidence du démocrate Joe Biden avant d'être exfiltré vers les États-Unis. Ce sont des confirmations des médias américains. Les tirs visant des militaires de la garde nationale ont lieu mercredi après-midi en plein centre de la capitale américaine, investie depuis août par des centaines de ces militaires de réserve pour y mener des patrouilles à pied à la demande de présidents américains et contre l'avis des autorités locales démocrates. Dans notre rubrique économique, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a effectué une visite officielle à Perth, en Australie occidentale, l'un des principaux centres miniers du pays, dans le cadre de la stratégie du ministère visant à attirer de nouveaux partenaires et investissements d'entreprises australiennes souhaitant opérer en Égypte. Badawi s'est entretenu avec le ministre australien des Mines et du Pétrole, David Michael.
Les discussions ont porté sur la coopération en cours entre les deux parties. La récente visite d'une délégation investisseurs australiens au Caire plus tôt ce mois-ci, ainsi que sur les nouvelles mesures incitatives qui seront prochainement annoncées pour attirer les entreprises minières de taille moyenne considérées comme la colonne vertébrale du secteur minier. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet à la langue française. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.